tu as 10 comptes Instagram qui te proposent des formations, de l'expertise là-dedans. On peut faire confiance à qui aujourd'hui? À personne. Ok. Il faut être totalement honnête. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Aujourd'hui, on va parler technologie. Je reçois Julien et Fernando. Bonjour les gars. Hello. Hello. Les gars, vous avez fondé l'entreprise Quantum, mais vous avez une histoire particulière. Première question, comment allez-vous? Écoute, ça va très très bien. Il fait beau, c'est magnifique. Ça va top. Top, magnifique. Vous avez donc fondé Quantum, mais vous avez une histoire personnelle. Julien, toi, ça a commencé dans ta chambre, compte Instagram, repéré par un producteur à Paris. Et finalement, tu as terminé, j'ai juste pris quelques notes, mais tu as terminé sur la tournée de Patrick Bruel, donc suivi sur ses concerts. Fernando, designer industriel. Tu avais toutes ces réflexions sur les promotions de marques, sur les promotions de produits. Tu as rencontré Julien qui, lui, justement, avait fait la promotion de rappeurs, avait fait la promotion d'artistes. Comment est-ce que votre histoire a commencé le jour de votre rencontre, proche du Covid, c'est ça? Le jour même, en fait. Le jour même. Le 13 mars 2020. C'était une rencontre où c'était assez intéressant parce que les deux, on ne s'attendait pas trop, en fait, à qu'est-ce que cette rencontre allait donner. Et au final, c'était une discussion qui, de base, devait être juste un meeting pour discuter de développement d'une marque. Et ça a fini sur toute la journée, en fait, où on a débriefé sur toute la vie, sur tous les potentiels business qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'il y a tellement eu d'énergie à ce moment-là que ça tombait en fait à pic par rapport au confinement parce qu'on était tous un peu à être bloqués chez nous, à rien faire. Donc c'était magnifique, c'était parfait. Donc on comprenne bien, tu as développé un compte Instagram qui a été repéré par un producteur. Ce producteur t'a proposé de créer une société à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est ça. Tu as donc après alimenté du contenu. Tu cherchais, Fernando, à développer des marques, à développer des produits. Julien était en train de développer. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec lui? Alors, juste pour préciser un peu, c'est plusieurs comptes qui rejoignent 4,5 millions de followers. Donc, c'est énorme. Pour nous, on voyait des chiffres avec les yeux comme ça. Puis, on s'est rendu compte de la puissance des réseaux sociaux et que les codes qu'il avait pour promouvoir de la musique ou des rappeurs, elle marchait pour tous les produits, en fait. Donc, on s'est rendu compte à quel point on était des moutons aussi. Avec les chambres d'écho, la façon dont les gens utilisaient l'algorithme pour promouvoir des choses, en fait, des produits, des personnes. Et puis, on a plongé dans ce monde avec Julien à deux pieds joints. On a adoré ça. Il y a un côté passionnant. Justement, aujourd'hui, Quantum, c'est création et innovation digitale. Ça veut dire quoi, innovation digitale? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Alors, innovation digitale, je parlerai plutôt du Web 3. Où on s'est aussi plongé dedans corps et âme, et on a développé une collection NFT, ce qui nous a permis de se rendre compte que Neuchâtel, précisément, c'est une citadelle crypto Web 3, et on a appris de tous ces gens un peu toute la philosophie qui va avec cette souveraineté à retrouver par rapport au Web 2 dont on parlait hors caméra avant. C'était passionnant et c'était un complément à ce que Julien nous avait amené avec les réseaux sociaux et le Web 2. Ça m'intéresse. Souveraineté digitale, Julien. Edward Snowden a remué énormément de choses, médiatiquement parlant, sur le digital, la propriété des données, etc., la surveillance notamment de l'État. Web 3, retrouver sa souveraineté digitale, donc se distancer de cette surveillance. Est-ce que finalement, les gens qui s'intéressent au Web 3 sont un peu des Robins des Bois, finalement, on défie l'autorité? Alors je dirais qu'une grande partie, oui, forcément. Et moi, personnellement, ce qui m'a séduit dans un premier temps, c'était vraiment de me dire que le Web 3, c'est une évolution, on va dire, de l'Internet. Donc, comme chaque évolution, ça vient réparer des erreurs du passé. Et du coup, j'ai directement trouvé, en fait, plusieurs intérêts de rentrer dans le Web 3. Au-delà de, comme la plupart des gens, uniquement dans la crypto, j'ai remarqué qu'il y avait des applications décentralisées qui répondaient vraiment à un vrai besoin, en fait, et à une utilisation plus saine de l'Internet. Et notamment, du coup, il y a tout ce côté des données, protection des données, donc où là, tu comprends que toutes tes données t'appartiennent, qu'il y a une transparence. Et là, je pourrais citer un cas, par exemple, que j'en parle à tout le monde, à tous mes proches. C'est une application qui s'appelle, par exemple, Brave, où là, par exemple, contrairement à Google, quand tu vas rechercher n'importe quoi sur Brave, t'as pas de publicité, t'as zéro publicité. Par contre, tu peux choisir de regarder des publicités, si tu veux. Et dès le moment où tu choisis de regarder des publicités, t'es rémunéré en crypto.
un pourcentage des vues que ça a généré en fait. Et du coup, là, tu comprends que c'est beaucoup plus logique pour un consommateur, que tu ne te fais pas tabasser comme sur YouTube par plein de publicités qui t'agressent, où tu n'as même pas le choix de regarder ou pas. Et du coup, rien que ça, je me suis dit, ok, ça c'est le Web3 en fait. C'est que vraiment, tu décides un peu ce que tu veux faire et comment tu utilises tout ça. Mais il y a quelque chose que j'ai de la peine à comprendre parce que finalement, ok, on redonne la propriété à l'individu de ses données. Donc les données ne sont plus exploitables. Fernando, du coup, comment est-ce qu'on fait promotion d'un produit si on ne connaît plus la donnée? Alors, le Web 3 a besoin du Web 2 pour la promotion. Mais par contre, il amène une accessibilité, la tokenisation des choses. Tout peut être tokenisé. Je vous donne un exemple. Par exemple, une fondation neuchâteloise s'appelle Origine. Elle a fractionnalisé un tableau de Julien Lopi, qui est un artiste plus que reconnu, où vous fractionnalisez le tableau en plusieurs parties et elle crée avec un certificat un lien indivisible avec cette partie-là. Ça veut dire que vous pouvez démocratiser n'importe quelle pièce d'art en fait. Vous pouvez prendre un Picasso, le fractionnaliser, et puis vous êtes capable de pouvoir acheter un Picasso parce qu'il est fractionnalisé en 1000 parties. Donc vous êtes en possession d'une partie d'un Picasso. Et derrière, vous pouvez avoir une DAO, c'est-à-dire une Decentralized Autonomous Organization, qui vous permet de voter, de savoir ce que vous faites avec le tableau. Par exemple, le mettre dans un musée, le faire tourner dans une tournée mondiale. Ça, c'est par exemple un exemple de nouvelle accessibilité qui est de démocratiser certaines choses. Puis vous avez aussi la souveraineté dont on en parlait. Il y a une autre boîte neuchâteloise comme Nîmes qui vous permet d'être totalement souverain. C'est-à-dire tout ce qui sort de votre ordinateur, il est haché et recodé pour qu'il soit comment on dit quand il ne peut pas être intraçable. Intraçable, ouais. Et il n'y a que la personne qui reçoit le message qui peut le décrypter. Donc ça va avec la souveraineté. Parce que par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous avez un compte Instagram avec des followers. Instagram, s'il décide aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il décide de fermer votre compte, il peut le faire. Ouais. Et votre communauté qui vous appartient normalement, il peut la shut down comme il veut. Dans le Web 3, avec les réseaux sociaux décentralisés, votre communauté vous appartiendra à vous et pas à l'application. Ça change tout. Ça change tout dans les rapports de force par rapport à la publicité. C'est vous qui allez négocier vos pubs. C'est plus une instance qui gère ce que vous voyez, comment vous voyez et quelle est votre communauté. Et c'est une forme de retour à la souveraineté. Je comprends bien l'avantage du Web3, souveraineté digitale pour l'individu. J'ai ma propre communauté, mais ça change quoi pour vos clients? Parce que vous avez des entreprises, vous conseillez les entreprises dans cette création digitale. Ça change quoi pour vos clients d'être sur le Web3? Alors je dirais que dans un premier temps, beaucoup d'entreprises, marques qui étaient bien établies dans le Web 2 voyaient ça comme un coup de communication parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tendance et nouveautés technologiques, ça fait parler. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est le cas. Tout le monde a envie de parler parce que c'est ce qui fonctionne. L'algorithme le met en avant carrément à fond. Donc il y a eu cette vague, on va dire, où on a vu plein de marques d'un coup lancer des collections NFT. Plein de marques vouloir rentrer dans des métavers, etc. Et la première question qu'on s'est posée, nous, à l'interne avec Quantum, c'était justement, c'était quoi le réel avantage, en fait? Et on a très vite compris que quand tu digues un peu par rapport à réellement ce qu'ils proposent, on va dire, dans l'idée de faire un NFT ou de rentrer dans le métavers, il n'y avait pas grand-chose, au final. C'était vraiment marketing, purement marketing. Pour certaines marques, ça a bien fonctionné. Pour d'autres, ils ont eu un coup dur. Au lieu d'être un coup marketing positif, c'est devenu plutôt un bad buzz qu'ils ont réalisé, les gens qui étaient plus éduqués à ce niveau-là, qu'il n'y avait rien, en fait. Et du coup, nous, on a voulu directement, une fois qu'on a fait, comme il a dit, la collection NFT, on a pu comprendre vraiment tous les rouages de ce que c'était le Web3. C'est-à-dire que même le langage, en fait, de code, la communication qu'il y a dans cet écosystème-là, la communication sur le Discord, sur le Telegram, sur les gens, à quel point ils peuvent être solidaires, en fait. Et ça, c'était quelque chose d'ultra fort et ultra beau pour nous, qui sommes spécialistes, on va dire, dans la création de communautés sur le Web 2, c'est de voir à quel point, en fait, les communautés sur le Web 3 étaient solidaires entre elles, en fait. À quel point il y avait un échange et une communication internationale qui était complètement fou à voir quand on voyait des gens
autant aux États-Unis que n'importe où dans le monde en fait, qui se communiquaient et qui s'entraidaient en fait pour pouvoir développer le produit et faire que le produit, enfin le projet aille en avant. On s'est dit ok, il y a un truc qui est super puissant, qui peut être appliqué aussi pour les marques à ce niveau-là. C'est-à-dire que là maintenant les marques, le vrai problème c'est qu'ils ont un langage qui est la plupart du temps one way direction, c'est-à-dire qu'ils vont juste balancer en fait leurs produits et puis ce qu'ils ont à vendre et ils vont pas forcément faire attention un peu au feedback et à ce que les gens vont dire en fait sur la marque et à quel point ils vont soutenir ou pas. Et sur le Web3, le langage et un peu les codes te permettent en fait de créer une communauté où tu as déjà ce rapport qui est beaucoup plus humain en fait, qui est beaucoup plus où la marque, même si tu as une entité qui pèse des milliards, bah, tu auras l'impression en fait d'être proche de la marque, d'avoir cette proximité. Et ça, tu peux le faire beaucoup plus facilement en fait sur le Web3 que sur le Web2, par rapport aux applications justement décentralisées, les nouveaux réseaux sociaux. Et ensuite, tu as toujours cette perception où quand tu es une marque qui vient sur le Web2 ou sur le Web3, bah, tu viens pour vendre en fait. Et les gens, ils ne consomment pas les réseaux sociaux, Instagram ou autres, pour faire leur shopping de base. Ils consomment ça pour se divertir, pour apprendre des choses, etc. Donc en fait, tu te sens vite un peu pris pour un con quand tu vois un produit qui est là en mode sponsorisé, où c'est achetez-moi en gros. Et tu as directement envie de swiper en disant ah non, je ne veux pas me faire tomber là-dedans parce que maintenant je comprends un peu comment sont utilisées les données, etc. Et sur le Web3, en fait, tu retrouves plus ça. Il y a plus cette communication en mode on a construit des choses en fait, on a développé des choses pour vous et ensemble on va aller to the moon. Je profite de t'interrompre parce que tu as dit quelque chose de juste génial. Les gens n'ont plus confiance. Achetez-moi, swipe up pour avoir 30%, 40% de rabais, etc. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve à titre personnel, c'est que tu avais, alors je me suis noté, tu avais les experts crypto qui sont devenus les experts NFT, qui ensuite sont devenus les experts métaverse, qui une fois qu'on parlait plus trop de métaverse sont devenus les experts ChatGPT. Aujourd'hui, ils sont experts intelligence artificielle. On peut faire confiance à qui, Fernando? Aujourd'hui, je sais pas, tu as 10 comptes Instagram qui te proposent des formations, de l'expertise là-dedans. On peut faire confiance à qui aujourd'hui? À personne. Okay. Il faut être totalement honnête, à personne. Et c'est ce qu'amène le Web3, c'est une forme de transparence et de peer-to-peer, de connexion directe. C'est-à-dire que tu peux parler avec des gens directement. Tu parlais de souveraineté, c'est un peu ça aussi la souveraineté. C'est que tu n'as pas des gens qui contrôlent le narratif. C'est que tu parles directement aux gens. Et la seule solution, y compris dans le Web3, c'est d'avoir des multi-channels d'information. C'est de pouvoir t'informer à plusieurs endroits et sortir de ces chambres d'écho qui font énormément de mal à la société. Avec les réseaux sociaux de base, Instagram, même Twitter, tu sens que tu es biaisé en fait. Et le Web3, tu peux passer au-dessus de ça. Puis tu as une forme de transparence. Et après, c'est un réapprentissage, aller chercher plusieurs informations pour te dire, ok, c'est peut-être pas tout blanc ou tout noir, puis on est dans cette zone de gris foncé ou on est dans cette zone de gris clair. Et ça, c'est le plus qu'amène le Web3, en tout cas dans les 10 prochaines années, que n'a plus le Web2. On va terminer sur les 10 prochaines années. Si la data n'appartient plus à certaines personnes, si on n'a plus besoin de certaines personnes pour gérer notre parcours sur Internet, pour gérer nos données, il y a bien des métiers qui vont disparaître, il y a bien des éléments qui vont être retirés des mains de certaines personnes. J'aimerais vous entendre les deux. Julien, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à tes clients, fais attention, va pas là-dedans parce que ce métier n'existera plus, ou on parlait des juristes en off, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui doit frapper le cœur? Attention, ne te lance pas là-dedans, ça va disparaître. Il y a des métiers qui vont disparaître. Alors, je dirais oui, mais après c'est comme tout, c'est que pour moi, on va pas encore arriver à ce stade où l'intelligence artificielle avec le Web3 et l'automatisation va réellement remplacer l'être humain. On est encore à plusieurs années en fait on va dire à être sécurisé à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que un individu maintenant dans sa chambre, avec tous les outils qu'il y a autour de lui, c'est clair qu'il va se poser la question si il va payer quelqu'un, un être humain, à un certain prix pour faire un service, en fait, pour recevoir un service en retour, ou plutôt juste se renseigner et puis utiliser des intelligences artificielles, des automatisations, ou en fait apprendre des choses grâce à tout. En fait, on n'a jamais eu autant d'informations, la possibilité d'avoir de l'information que maintenant. En fait, là maintenant, si on a envie de savoir un truc et de spécialiser dans un domaine spécifique, on va sur YouTube. Pour moi, c'est une bible de savoir. Sur YouTube, on a tout. Et pour revenir un peu à la question que tu posais avant à Fernando, sur le fait qu'on peut faire confiance à qui, je suis totalement d'accord quand il dit personne, parce que dès le moment en fait où
quelqu'un propose du savoir payant, donc tu as envie de te former, je sais pas, sur ChatGPT, ben, je te propose ma formation à 20 balles. Là, c'est sûr que tu vas rien apprendre parce qu'au final, toutes les formations que je vais te donner, c'est des informations que j'ai eues sur Internet gratuit. Donc au final, il faut se dire que dès le moment où c'est payant, ça sert à rien, c'est presque du scam en fait. Parce que la formation, elle évolue tellement vite aussi à ce niveau-là que c'est pas possible d'avoir une formation qui va tout apprendre. Tu auras juste une base qui va te servir peut-être à savoir ce que c'est, quoi. Donc voilà, enfin, je me suis perdu moi. Non, mais c'est qu'on parlait de la... Bah, évidemment de l'arnaque, mais c'est surtout les métiers qui vont disparaître. Bah, non, il y a des consultants. Moi, j'imagine, Ghostwriter, par exemple. J'écris pour toi. Ouais. Est-ce que ça existera, ça? Non, il y a... Alors, parce qu'aujourd'hui, l'AI, c'est très fashion. C'est ce qui est le plus tendance. Mais on est encore dans une phase où c'est plus du machine learning qu'une vraie intelligence artificielle qui peut remplacer le... Machine learning, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle reçoit plein d'informations, elle apprend, puis elle ressort ces informations. Mais si aujourd'hui vous faites une dissertation avec ChatGPT, puis un être humain qui est doué en écriture, on voit tout de suite ChatGPT, quel texte a été écrit par ChatGPT, puis lequel a été écrit par un humain. En général, c'est difficile de prendre un texte entier de ChatGPT puis le republier comme ça. Il faut mettre des retouches humaines, des nuances, des sensibilités, qu'une vraie intelligence artificielle dans 10 ans, elle pourra le faire. Et d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a la robotique qui va avec. Dans 10 ans, un robot sera capable de faire toutes les tâches qu'un être humain est capable de faire. Donc ça va commencer par tous les métiers de bureau ils vont pas disparaître, mais ils vont diminuer. C'est-à-dire qu'on aura besoin au lieu de 15 personnes, on aura besoin de 2 ou 3 pour faire le même job que 15 personnes. Et après, il y a tous les métiers physiques qui peuvent être remplacés dans 10 ans. Et ça va rééquilibrer. La société va changer dans les 10 prochaines années. C'est difficile à voir comment, parce que le travail fait partie de l'essence même de l'être humain. On a besoin de se sentir utile pour la société. Donc, il faudra toujours générer un travail. Je pense qu'on doit toujours encourager l'être humain à travailler, mais il sera différent. C'est peut-être plus dans le créatif, peut-être plus dans l'échange, dans le communautaire, que les maçons, ça sera les top maçons qui vont diriger peut-être une dizaine de robots. C'est dur à imager, mais on n'est pas loin. Dans 10 ans, ça sera ça. En tout cas, merci infiniment, les gars. Vous avez fondé, je rappelle, Quantum, une entreprise spécialisée dans le digital marketing, data marketing. Merci beaucoup. Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cette émission. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, matraquez la cloche, c'est très important. Et je vous dis à très vite. Au revoir.